Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Zéro party data, nouveau saint graal de la publicité digitale. Afin d'être conforme avec le RGPD, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'être inventifs pour faire face à la disparition des data et cookies tiers. Ainsi émerge petit à petit l'idée de récolter les données des utilisateurs autrement, et ce, via un tout nouveau concept, le zéro party data. Alors, à quoi correspondent ces data exactement? Comment les zéro party data sont collectés? En quoi les zéro party data diffèrent des first party data et third party data? Et enfin, les zéro party data, est-ce qu'elles représentent vraiment un avenir pour les marketeurs? Ce sont autant de questions auxquelles répondront nos invités. Pour en discuter, Kra Tran de Nouma, Sonia Cissé de Linklaters. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. C'est quoi ce truc, le zéro party data? Vous allez vous dire, c'est encore un positionnement marketing à deux balles qui va encore, entre guillemets, séduire le marché publicitaire, les annonceurs. Tout le monde va tomber dans une sorte de piège et puis dans quelques mois, voire quelques années, on dira « mais tout ça pour ça ?» Eh bien non, puisque justement aujourd'hui, on va vous parler d'un vrai concept dont peu de personnes parlent, à savoir le zéro party data. Et pour que ce sujet soit encore plus crédible, nous avons décidé de ne pas inviter des acteurs du marketing, mais une avocate, en la personne de Sonia Cissé, ici présent, et également d'un spécialiste des marchés publics, Kra. Donc merci Kra d'être ici, qui vont nous expliquer ce qu'est ce fameux concept de zéro party data. Donc Sonia, première question, c'est quoi ce truc, le zéro party data? Alors, le zéro party data, en fait, je dirais que c'est un concept qui consiste à collecter et à utiliser de la donnée à caractère personnel directement auprès de l'utilisateur, mais en le faisant participer à cette collecte, c'est-à-dire il donne volontairement ces données à caractère personnel. C'est à opposer un petit peu au first party data, puisque le first party data, c'est également une collecte de données à caractère personnel auprès de l'utilisateur, mais il ne participe pas volontairement à la collecte. C'est l'entreprise qui décide d'utiliser les données qu'elle a pu retirer de l'utilisateur, de la façon dont il interagit avec cette entreprise, ou par exemple des différentes, projets marketing qu'une entreprise a pu monter. Le zéro party data, l'important, c'est que l'utilisateur participe à la collecte de ces données. Merci Sonia. Kra, de ton point de vue, de ton point de vue d'entrepreneur, puisque tu travailles sur les marchés publics, mais tu as une longue expérience sur ces fameux marchés publics qu'on ne peut pas taxer de consumérisme ou en tout cas de stratégie marketing débridée. Comment tu définirais le zéro party data? Déjà, c'est vrai que déjà en 2006, on faisait déjà ça. À l'époque, pendant 3-4 ans, on a géré la com de Jaguar, toute la présence de Jaguar en ligne. Et on ne pouvait pas vendre des Jaguars en ligne. C'était difficile, c'est un peu cher, ça ne passe pas sur la carte bleue. En revanche, ce qu'on pouvait faire, c'était qu'on disait aux gens, venez vous inscrire sur le site, on va vous offrir des services gratuits. Des carnets d'entretien de voiture, on avait couvert les 24 heures du Mans, on leur envoyait un spot, une vidéo toutes les 4 heures, des simulations d'achat de voiture, des simulations d'assurance. Et en fait, on arrivait du coup à savoir, en gros, à collecter des informations qu'ils donnaient eux-mêmes sur leur véhicule présent, quand ils faisaient des simulations pour voir combien ils pouvaient le revendre, ou des souhaits, puisqu'ils ils faisaient des simulations sur des véhicules qu'ils voulaient acquérir. Et du coup, nos algorithmes arrivaient à détecter quand un utilisateur, un visiteur, utilisateur du site, était à 3 mois de l'achat d'un véhicule. Parce que c'est le moment où il est le plus sensible à tous les messages publicitaires sur ce sujet de la voiture. Et à ce moment-là, on envoyait au commercial un dossier
tout bouclé avec la voiture qu'il détient, puisqu'on avait le carnet d'entretien, les véhicules sur lesquels il a fait des simulations, son budget, les assurances, etc. Et du coup, le commercial pouvait lui proposer, venez tester la nouvelle X-Type, elle correspond exactement à ce que vous voulez, et venez l'essayer samedi. Merci, Voilà, merci beaucoup, Kra. Alors justement, on a compris que le concept de zéro party data, c'est une sorte de don, c'est pas une sorte, c'est un don volontaire de ces informations par l'utilisateur. D'où ma seconde question, c'est quoi les types de données que fournit cet utilisateur, Sonia? Ouais. Alors, on va avoir tout type de données. Qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, quelles sont vos mensurations, comment vous vous habillez, qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez porter, comment vous vous maquillez, où est-ce que vous allez aimer en vacances, où est-ce que vous allez aimer aller en vacances, qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant vos vacances. Excuse-moi, je t'interromps, ça veut dire que les utilisateurs volontairement vont évoquer tous ces éléments-là, en tout cas vont donner l'ensemble de ces informations, ce qui est le rêve de tout marketeur qui se respecte. Exactement, mais c'est toute la stratégie des Zero Party Data, c'est-à-dire que je vais vous donner mes données et en échange, vous allez me rendre exactement ce que décrivait Kra, c'est-à-dire vous allez me rendre un service. Vous allez venir vers moi avec des informations qui me concernent et que je souhaite recevoir. Et pas simplement, je veux partir en vacances, on va m'envoyer une publicité pour des valises. Là, on va m'envoyer une publicité pour des valises qui vont servir à mon projet de vacances. Et c'est ça tout l'intérêt. Merci Sonia. De ton point de vue ou de ton observation, Kra, quels sont les types de données que tu récoltes aujourd'hui, puisque tu travailles sur des marchés publics, les nouveaux marchés publics. Quel type de données tu récoltes cette fois-ci d'un point de vue B2B, on va dire? Donc nous, il y a deux besoins. D'abord, en gros, Nouma, c'est quoi? C'est le Google News des marchés publics. Voilà. Il y a 1800 sites en France qui publient des marchés. Il y a 2000 marchés publics tous les jours qui sont lancés dans tous les domaines. Donc nous, on a deux besoins. Le premier, c'est que l'utilisateur qui vient sur notre site veut trouver très facilement les marchés publics. Et bien, on va utiliser sa navigation pour deviner ce qu'il aime. S'il passe 5 secondes sur un marché public et 30 secondes sur un autre et il télécharge les dossiers, on va donner une note d'appétence sur un marché public. Je t'interromps juste une seconde, parce que tu dis on va voir ce qu'il aime bien regarder, etc. Dans un monde cookie-less, comment tu peux continuer à le faire? Excuse-moi, c'est une question dans la question. En fait, la plupart de nos utilisateurs, pour enregistrer leurs préférences, ils créent un compte sur notre site. Parce qu'à partir du moment où ils créent un compte sur leur site, ils nous donnent leur adresse email, leur numéro de téléphone, leur SIRET. Donc ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur eux. Et nous, la promesse qu'on fait, c'est que ça permet d'améliorer la pertinence du moteur de recherche. Et on ne va pas leur remonter des projets d'architecture quand ils sont développeurs web. D'accord. Voilà. Et donc, la promesse, elle est là. C'est donnez-nous vos données, simplement en utilisant le service. L'interaction permet de savoir ce qu'ils veulent. Et en échange, on vous donnera des informations très précises. Le deuxième besoin qu'on a, c'est qu'en gros, il y a à peu près, mettons, 600 000 entreprises qui répondent à des marchés publics en électronique. D'accord ? Sur 6 millions, il faut les trouver. D'accord ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à utiliser nos services gratuitement. Et en fait, on va noter en fait, leur interaction avec notre service. Et quand on voit qu'ils sont très utilisateurs, à ce moment-là, on les contacte. Soit on leur envoie des mailings pour leur dire voilà comment ça marche, voilà, je vous propose un test gratuit, ou alors parler avec un commercial qui va vous montrer la plateforme. Donc il y a les deux besoins, l'acquisition et l'amélioration du service. Voilà. Mais les deux sont entièrement basés sur le zéro data party, puisque quand vous faites une campagne d'emailing, en gros, vous avez une bonne campagne, vous avez 10-15% d'ouverture, 2-3% de clics, 4%. Nous, quand on envoie des mails personnalisés, on a 47% d'ouverture. D'accord, 12% de clics. Ah oui, ça fait rêver. Voilà. Ça fait rêver. Mais justement, puisqu'on parle de ce nouveau concept de zéro party data, je sais qu'on l'a déjà dit, et notamment Sonia, je vais te faire répéter à travers une question qui est la suivante, et tu y as déjà un peu répondu, mais j'aimerais qu'on aille encore plus en profondeur à travers des exemples très clairs. C'est quoi la différence entre le zéro party data et la first party data, s'il te plaît? Peut-être justement qu'avec des exemples concrets, ça sera plus clair. Il y a eu une campagne qui a été lancée par L'Oréal sur les réseaux sociaux qui était simplement de dire, voilà, l'idée c'est que L'Oréal vous invite à utiliser ses produits et à poster votre photo sur les réseaux. Donc vous avez un nombre conséquent d'utilisateurs qui ont commandé des produits L'Oréal pour pouvoir participer à cette nouvelle campagne. Donc, je ne sais pas, vous avez une utilisatrice lambda qui va prendre du fard à paupières et elle va prendre un fard à paupières rose et elle va décider de le marier avec un rouge à lèvres violet et du blush, etc. Et elle a posté sa photo sur les réseaux sociaux et là, vous multipliez cette campagne par des milliers et des milliers de personnes.
Mais qu'est-ce qu'avec elles rentrent donc leurs informations d'identification. Vous imaginez la qualité de données collectées par une société comme L'Oréal avec ce type d'initiative, c'est-à-dire que L'Oréal sait que cette personne-là aime le fard à paupières rose, aime ce type de couleur, etc. Et donc la prochaine fois qu'elle va recevoir un email marketing un peu global de voici nos produits, il y aura mis en avant la palette de produits qu'on pense que cette personne apprécie. Et donc c'est toute la différence avec le first party data. Le first party data, on arrive à avoir, je dirais, une information sur vos données en disant on pense que vous aimez le blush. Là, on sait que vous aimez le blush rose. On va un peu plus loin dans la granularité et la connaissance de l'utilisateur. On sait exactement qu'est-ce qui l'attire. Même type de campagne, vous avez Kiabi qui a été assez malin également, qui a dit on cherche notre nouveau mannequin Kiabi. Envoyez vos informations, envoyez-nous vos photos et on voit si vous allez correspondre à la prochaine campagne Kiabi. Et donc, vous avez tous ces utilisateurs qui ont renseigné leur souhait de vêtements, qui ont envoyé des photos de la façon dont ils s'habillent, qui ont envoyé leur mensuration, leur pointure, quel type de chaussettes, etc. Donc, vous imaginez bien que la prochaine fois qu'ils recevront un email de Kiabi, ça sera un email tout à fait ciblé à leur goût. Et donc, vous pouvez décliner ça avec tout. Je parlais des vacances, puisqu'il y a une agence de voyage qui a proposé une campagne où c'était expliquez-nous vos vacances de rêve. Et nous, on va vous donner exactement pour votre budget, un peu ce que décrit Vecra avec la société Jaguar, pour votre budget, où est-ce que vous pouvez aller, quel type de valise vous pouvez prendre, etc. Et donc, vous connaissez votre utilisateur. On est dans un zéro party data, c'est je vais vous faire bénéficier d'une expérience client différente. Vous allez participer au marketing que vous allez recevoir. Et en échange, moi, je vous connais mieux et je vais pouvoir faire des campagnes de profilage sur votre type de personne, votre type d'âge, etc., pour pouvoir améliorer mes produits, améliorer mes services. On est vraiment dans de l'échange. First party data, vous êtes moins dans de l'échange, vous recevez des campagnes qui semblent vous correspondre, mais sans nécessairement que vous ayez participé à la personnalisation de la campagne. Merci Sonia. Je pense avoir trouvé le slogan, entre guillemets, pour pouvoir différencier le first party data de la zero party data. La zero party data, c'est du marketing participatif. Oui, très bien. On est d'accord ? Très bien. Super. Justement, de ton point de vue et de ton expérience, c'est quoi la différence entre le zero party data et le first party data ? D'accord. Un exemple, aujourd'hui, quand une entreprise gagne un marché public, nous, c'est un événement, parce que c'est publié sur Internet. C'est une réforme de 2016. Tu peux nous dire, par exemple, un exemple ? Je sais ce que tu vas nous dire, certainement. Voilà, telle entreprise de travaux publics vient de gagner la réfection du toit de la cantine de la ville de Hyères, par exemple. Mmh. Voilà. En fait, quand nous, notre entreprise, on est une entreprise d'algorithme, et on sait capter les informations. Et donc, on a cette information-là. Et donc, on est capable d'envoyer un mail à une personne qui a gagné le marché en disant « Bonjour Michel ». Bravo pour avoir gagné le marché de la réfection du toit sur l'école de Hyères. Est-ce que vous étiez au courant des 5 marchés similaires qu'on a trouvés pour vous ? Magnifique. Vous donnez une information, vous personnalisez le message, cher Michel, vous ne passez pas dans les filtres anti-spam ou anti-publicité de Google, etc., de Gmail, etc. Et en plus, vous fournissez l'information. Et c'est très important que le message, ce soit de l'information. Ce n'est pas une campagne de pub. C'est l'information. Et ensuite, avec cette information, on passe un petit message pour leur dire ce qu'on peut leur apporter. Très bien. C'est très clair. En tout cas, il y a une sorte d'engagement de l'utilisateur. C'était le cas de L'Oréal. Et une invitation à s'engager un peu plus encore par l'intermédiaire de services comme les informations sur les marchés publics, comme tu viens de le décrire à l'instant, Kra. Alors, quand on parle de first party data ou de data, oui, bien sûr. Un petit truc qui est intéressant, qui est très important, c'est le moment où la personne reçoit le mail. Une entreprise qui vient de gagner un marché public, elle est plutôt la banane. Bien sûr, c'est clair. Elle reçoit un mail qui célèbre sa victoire. C'est clair. Donc on a une entreprise qui a un budget, puisqu'elle vient de gagner un budget. Elle a des besoins, puisqu'elle a des trucs en interne, mais avoir besoin d'autres services pour conduire ce projet. Et du coup, elle reçoit très bien l'information. Et le temps de cerveau disponible, on en parle beaucoup. Il faut, si vous arrivez à envoyer un message qui parle directement à l'utilisateur et qu'il l'attrape au moment où justement il vient de répondre à un marché public, il a passé 10 jours et il vient d'apprendre qu'il a gagné. Donc on arrive exactement au moment où il a cette problématique-là. Le moment où il reçoit le mail est super important. Et la personnalisation
permet de trouver le bon moment pour lui envoyer. Ouais. Merci Kra pour ces précisions. Quand on parle de data en général, on pense beaucoup aux réseaux sociaux. Oui. D'accord. Et dans le cadre des réseaux sociaux, qui sont en plus de plus en plus utilisés par des gros annonceurs, des petits annonceurs, on a fait une émission il y a quelque temps sur notamment la digitalisation des commerçants. Est-ce qu'on peut considérer que les datas au sein des réseaux sociaux, c'est de la zéro party data ou pas, Sonia? C'est... Waouh. Oui, il faut challenger de temps en temps. C'est une question intéressante. Est-ce qu'on peut considérer? Oui, moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que, alors, je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a du first party data, il y a du zero party data. Mais il y a du zero party data, pourquoi? Parce que finalement, tout l'enjeu des réseaux sociaux, c'est de vous faire revenir à l'utilisation du réseau. Et donc, comment ils s'en servent? C'est en vous disant, voilà les gens de votre communauté, voilà les gens qui sont comme vous. Et donc, pour savoir qui vous êtes, ça veut dire que vous avez renseigné certaines informations. Je pense par exemple à Pinterest. Pinterest, vous créez des tableaux. Vous créez des tableaux, vous nommez vos tableaux et vous ajoutez ce que vous pensez être, en tout cas, de votre intérêt pour chacun de ces tableaux. Et vous recevez régulièrement vous avez bon goût, votre tableau a été réutilisé par je ne sais pas quel autre utilisateur. Donc on vous crée une communauté et on vous dit, on vous valorise donc l'utilisation que vous faites de ce réseau social, c'est pas rien de dire à quelqu'un vous avez bon goût. Ce que vous avez choisi vient d'être pris par 30 personnes. Et donc vous vous dites, c'est vrai que j'ai bon goût, c'est vrai que je sers à la communauté, et donc vous êtes là, vous voulez recréer un nouveau tableau, et donc ce tableau qui va servir à quoi? À vous connaître mieux finalement. On saura que vous aimez les chiens, il se trouve que vous aimez les balades à la campagne, que vous êtes passionné de décoration et que vous aimez faire des cupcakes le week-end. Voilà, et ça donc il y a une forme de zéro party data bien entendu dans ces réseaux sociaux. Alors, puisque tu es avocate, en t'écoutant, oui. Et en même posant la question au sujet des réseaux sociaux, il y a un truc, j'ai eu une sorte de flash. Est-ce que Cambridge Analytica, on peut dire que c'est du zéro party data? Je rappelle juste ce qu'est Cambridge Analytica. C'est ce fameux scandale qui a secoué Facebook et le monde politique aux États-Unis, puisque c'était le fait de récupérer un certain nombre de données d'utilisateurs de Facebook en les faisant répondre soit à des sondages ou en réagissant à certaines images. Oui. Et donc, je me suis demandé, en t'interrogeant, si Cambridge Analytica, ce n'était pas une sorte de zéro party data. C'est là le point, c'est que c'est là que le zéro party data s'arrête. C'est-à-dire que Cambridge Analytica, ça fonctionne si on vous dit, grâce à vos données, on va vous donner un service et vous allez pouvoir participer à la campagne de telle façon et telle façon. Ça n'a pas été le cas. Là, c'est du first party data premier niveau. Ciblage. Voilà, tout à fait. Vous donnez vos données. Ce que je vais en faire avec, après, c'est un peu obscur et absolument non transparent. Vous ne participez pas du tout à cette finalité, c'est exactement le terme juridique, la finalité de la collecte des données. Donc, zéro party data est au service de la transparence de l'utilisation des données, puisque cette utilisation des données va permettre de fournir des services additionnels encore plus granulaires, pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure. Il n'y a pas de zéro party data s'il n'y a pas de confiance dans l'entreprise à qui on remet ces données. Il y a un sujet de confiance, c'est-à-dire que je veux participer à la campagne avec L'Oréal pour avoir plus de produits, plus personnalisés. C'est un échange, on est sur on dirait un pied d'égalité. Et on est dans de la confiance. À partir du moment où vous enlevez le facteur confiance, vous n'êtes pas dans du zéro party data. Merci Sonia pour ces précisions. Kra, de ton point de vue, je ne vais pas revenir sur Cambridge Analytica, mais sur les réseaux sociaux au sens large, est-ce que c'est du zéro party data? Je pense que la partie timing est super importante en fait. C'est-à-dire que souvent dans le zéro party data, c'est l'utilisateur qui va générer le message par un événement en fait. Oui. Parce que, comme tu dis, il va poster une image et on va lui dire, vous avez posté l'image hier, eh bien elle a été vue 30 000 fois. Voilà. Alors que le first party data, vous allez vous connecter, on a une semaine avant l'élection, vous allez avoir une bannière. Vous n'avez pas généré, vous n'avez pas déclenché le message publicitaire. Compris. Donc ça, c'est le timing, encore une fois, il est très important. Et donc nous, on l'utilise beaucoup pour, si vous voulez, pour trouver le bon moment. Vous voyez, sur Nouma, on peut surveiller des concurrents, par exemple. Donc Nouma, je rappelle, c'est le portail, l'abréviation de nouveau marché, mais voilà. Donc c'est la publication de tous les marchés publics, mais aussi les résultats des marchés publics. Il y a une URL qui est plus facile encore à retenir. On a sorti un site gratuit qui s'appelle marchépublic.com. C'est plus simple, d'accord sur lequel on publie gratuitement toutes les attributions de marché.
D'accord. Et donc, du coup, vous pouvez surveiller un concurrent ou un client, d'accord, et recevoir un message qui dit, voilà, dans votre secteur d'activité et dans votre ville, telle personne, telle entreprise a gagné tel marché. D'accord. Et encore une fois, voici 5 marchés similaires. Est-ce que vous y étiez au courant? Et si vous n'étiez pas au courant, changez d'outil de veille. C'est ça. Et allez chez Nouma. Est-ce que dans votre, est-ce que Nouma peut du coup faire le lien avec les réseaux sociaux? Est-ce que directement j'ai gagné un appel d'offres, je vais sur mon réseau social et je dis que j'ai gagné cet appel d'offres? On peut le faire parce qu'on a une plateforme marketing qui est tout intégrée, d'accord. Mais on ne le fait pas encore. On n'a pas eu le temps de s'en occuper pour nous. Mais effectivement, c'est très. C'est un peu l'idée. Merci Sonia pour cette question, puisque je pense que maintenant on a bien compris ce que c'est que le zéro party data. En tout cas, moi j'ai trouvé une sorte de slogan qui serait de dire que le zéro party data c'est du marketing participatif. Mais qu'est-ce que doivent faire les services marketing pour avoir une stratégie zéro party data? Ça implique quoi pour un service marketing de faire du zéro party data? De ton point de vue, Sonia, je préviens juste que c'est un point de vue d'avocate, Oui. mais qui connaît très bien la manière dont fonctionnent les services marketing, puisque tu travailles avec beaucoup d'entre eux. Alors, je pense que la première chose qu'il doit faire, c'est un deuil, c'est-à-dire un deuil du volume. Vous n'êtes pas dans du third party data où vous allez collecter énormément de bases de données, vous allez avoir des informations de qualité très précises, très granulaires, très ciblées, mais moins nécessairement, puisque vous partez du principe c'est ce que tu dis, c'est du participatif, donc participe qui veut, et donc moins de monde, en tout cas en théorie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question de savoir, il va falloir être beaucoup plus précis, il va falloir être beaucoup plus efficace. Quel est le type de données dont j'ai besoin? Voilà, je suis L'Oréal, qu'est-ce que je veux savoir et que je ne sais pas à l'heure actuelle? Et pour pouvoir savoir ça, quel est le temps que je vais donner à mes utilisateurs? Comment je vais les accrocher suffisamment longtemps pour qu'ils puissent me donner ces données? Personne n'a envie de remplir un questionnaire de 30 pages, alors qui pourrait servir à, par exemple, obtenir une meilleure qualité de service, mais plus personne n'est capable de faire ça. On n'a plus le temps d'attention. Donc, le service marketing va se dire quelles sont les données dont j'ai absolument besoin et comment je vais faire pour que mon utilisateur me les donne et continue à participer à me les donner jusqu'à la dernière donnée. C'est ça le point. Donc, ça demande beaucoup d'imagination, ça demande des skills de marketing beaucoup plus poussés encore. Beaucoup plus de contenu. Exactement. Beaucoup plus d'appels à engagement de la part de l'audience. Oui. Donc, au niveau marketing, beaucoup plus de créativité. C'est ça. Enfin, l'humain revient au centre du jeu et ça. plus seulement les algorithmes. Exactement. Comment est-ce que vous allez accrocher et créer cet échange, créer cette valeur, en fait, cette magnifique, je dirais, ce partenariat avec votre utilisateur. Comment est-ce que vous allez le faire? Et il y a des campagnes très sympathiques. Il y a des choses, je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise qui avait fait ça, mais que j'avais moi-même trouvé très, très drôle, qui est une entreprise qui vous invite à noter les restaurants. Et ils avaient, juste pour pousser leur newsletter, dit voilà, si vous voulez recevoir la liste des super restaurants de votre quartier, donnez-nous vos informations. Par contre, si vous voulez continuer à mal manger et à inviter vos amis dans des restaurants pourris, voilà, ne donnez pas vos infos. Mais ça c'est beau. Vous voyez, vous vous sentez vrai, vous êtes content de renseigner votre email quand vous avez ce type de message. Et donc, c'est là que la créativité va naître. Merci beaucoup, Sonia. De ton point de vue, Kra, comment justement une stratégie zéro party data, qu'est-ce que ça implique pour un service marketing? Je reprends ce que disait Sonia, c'est qu'il faut arrêter le volume. On n'envoie plus des campagnes de 10 000, 50 000, 60 000 mails. Donc ce seront la data, le fameux premier V des fameux 5 V quand on parle de la big data ou de la data sur le volume n'est pas valable dans le cadre de la zéro party data. Voilà. Donc c'est hyper personnalisé. Et moi je reprends encore, c'est l'information qu'on donne d'abord. On donne un message que l'utilisateur attend, puisqu'il a déclenché l'événement, je reviens beaucoup dessus, mais du coup, on lui envoie une information. Donc, ce n'est pas des campagnes marketing standards, c'est vraiment de l'information et des messages marketing qui sont adaptés à ce message d'information. Et donc, ça, c'est très, très important à voir. Par contre, les algorithmes ne sont pas sortis du tout, parce que nous, on fait beaucoup d'algorithmique, et l'algorithmique nous sert à quoi? À trouver le bon marché public pour la bonne entreprise. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est aussi du zéro party data, c'est que quand quelqu'un vient sur notre site, on a un robot qui le suit, qui regarde tout ce qu'il fait, qui enregistre tous ses clics, et qui, à la fin, donne une note.
On pense que sur cet appel d'offres, il va lui donner 5 sur 10 ou 8 sur 10. Comme Netflix. On a le même type d'algorithme que Netflix. C'est-à-dire qu'au bout de 5 appels d'offres qu'il a regardés, on peut lui proposer un 6e qui lui plaira. Donc les algorithmes sont présents. Mais l'action pour recevoir le message, elle est déclenchée par l'utilisateur qui est au centre. Merci Kra. Justement, tu me permets de faire une transition avec la prochaine question. Ça implique quoi cette fois-ci pour l'utilisateur de faire du zéro party data? Ok, c'est, on va dire, j'ai oublié le nom du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, il fait du zéro party data, Monsieur Jourdain. Oui. Il fait du zéro, c'est le nom du personnage. Oui. Voilà. Donc, il fait du zéro party data sans le savoir, mais on va dire, en termes d'observation, ça implique quoi pour lui, pour l'utilisateur? Mais pour l'utilisateur, en fait, moi, je suis pas sûre. Alors, ça dépend un peu des modèles, mais il ne fait pas sans le savoir. D'accord. Pas nécessairement. Okay. C'est-à-dire on va lui dire, typiquement, là, si vous voulez une newsletter, renseignez-nous vos données. Donc, il sait qu'il va recevoir une newsletter. Il est complètement conscient du type de newsletter qu'il va recevoir. Je pense que ce que ça implique pour lui, c'est une participation. Aujourd'hui, même les personnes les moins je dirais, férues de protection des données savent que leurs données sont utilisées par les entreprises. Donc c'est une reprise de contrôle. Il se dit, de toute façon, je vais être ciblé, je vais être profilé, mais là, je suis d'accord pour le faire et j'estime que ce service-là, je veux le recevoir, cet autre-là, non. Donc je ne vais pas remplir ce questionnaire, mais je vais aller remplir ce questionnaire-là. Donc il y a vraiment une forme je pense, de contrôle, de responsabilisation aussi de l'utilisateur qui se dit j'ouvre une porte et je donne des informations sur ce sujet-là, et nécessairement une valeur ajoutée puisque c'est en échange d'informations, c'est en échange de services. Il faut savoir qu'il y a énormément de campagnes de zéro party data qui sont associées à des réductions, qui sont associées à des essais. Vous recevez du maquillage gratuit, vous recevez des choses en fait. Donc c'est une valorisation en fait de votre donnée et de votre participation à la collecte de vos données. Donc pour moi, le zéro party data, parce que justement il y a un sacrifice du volume, est quand même beaucoup plus près du bénéfice de l'utilisateur que toute autre forme de collecte de données. Et pour reprendre un terme juridique, il y a un choix éclairé de l'utilisateur de donner ces informations. Oui, exactement. Enfin, je ne suis pas aussi talentueux que tu l'es au niveau du juridique, mais en tous les cas, c'est ce que je comprends dans la démarche. De ton point de vue, Kra, ça implique quoi pour l'utilisateur de faire du zéro party data? Alors déjà, quand un spot de pub est bien fait et bien ciblé, moi, il me fait plaisir, j'aime bien le regarder, ça me fait rire. Voilà. Par contre, quand je regarde une émission, les pubs qui sont avant, il y en a tellement qui sont complètement décalés par rapport à ce que j'aime. Si tout le monde faisait du zéro party data, on n'aurait que des spots qui nous plairaient. Avec la télé segmentée, peut-être que ce sera le cas. Absolument, la VOD, etc., il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et parce que justement, Netflix connaît très très bien ce qu'on aime. Voilà, Google aussi, etc. D'accord. Maintenant, l'autre partie, ce que je voulais dire pour les utilisateurs, ce qui est très important aussi, c'est que, vous savez, quand vous allez, vous regardez les tables de billard, et une fois que vous avez acheté votre table de billard, dans tous les sites où vous allez, vous prenez tous les cartes, il n'y a que des tables de billard. C'est très désagréable. C'est très, très désagréable. Et c'est en train de baisser parce que les gens se sentent... Le fameux retargeting. Retargeting. Et en fait, les gens se sentent épiés et ils ont horreur de ça. Parce que c'est des promotions commerciales et en plus, ils n'arrivent pas à arrêter les campagnes alors que la personne a déjà acheté sa table de billard. Non, mais ça se trouve, vous avez prêté votre ordinateur, c'est même pas vous qui aimez le billard en plus. En plus, qui est passé sur la machine. Voilà. Donc je pense que, encore une fois, il faut vraiment bien centrer ça sur l'utilisateur parce que lui, il demande l'information. Il dit je veux recevoir cette information parce que je sais que ce que je vais recevoir correspondra à mes attentes. Oui. Et du coup, ça ne le dérange pas. Merci, Kra. On en arrive à notre dernière question. Comment faire pour qu'une stratégie zéro party data soit viable sur le long terme, sur le long terme? Ah oui, alors c'est une excellente question parce qu'en fait, elles ne sont pas une stratégie, c'est pas une stratégie zéro party data. C'est plusieurs tactiques. C'est comment se renouveler, c'est réinventer. C'est là qu'on parlait de créativité un peu plus tôt. Et ben c'est tout l'enjeu de la créativité, c'est-à-dire que vous avez un goût pour le fard à paupières roses à un instant T, mais tout le monde change, tout le monde évolue. Il va falloir recréer une initiative, recréer un rapport, une relation avec le client pour pouvoir savoir où est-ce que vous êtes en 2020. Vous êtes un individu, comment vous allez évoluer et qu'on puisse toujours venir vous chercher et recréer cet échange. Et donc
Je pense que l'idée, c'est d'avoir donc beaucoup de personnes qui réfléchissent en permanence à l'amélioration des services, à qu'est-ce qu'on va donner en échange pour que l'utilisateur ait toujours envie de revenir vers nous et recollaborer dans la collecte de ces données. Mais il va falloir, bien sûr, faire preuve à chaque fois de régularité, de régularité, ça c'est un point, mais aussi toujours recréer toujours du lien et être de plus en plus créatif, inventif, etc., pour que les personnes continuent à partager, en fait, qui elles sont avec vous. Un peu comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la régularité qui fait qu'un groupe ou une page d'une entreprise sur les réseaux sociaux, parce que l'engagement est là, et c'est ce qui fait vivre d'une certaine manière l'entreprise dans l'univers du réseau social. Mais là, on est bien d'accord, puisqu'on a évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure, le zéro party data demande de la régularité créative. Oui. Il faut réinventer la roue tout le temps, et il faut l'assumer. Exactement. Merci Sonia. Krat aura le mot de la fin sur justement comment une stratégie zéro party data peut-elle être viable sur le long terme. Je dirais, nous, on n'a pas le problème de nouveauté puisqu'on a des devis de marché publics tous les jours. Donc voilà, elle est nouvelle tous les jours. On a 500 attributions de marché aussi. Donc entre les 500 attributions et les 2000 marchés, on a de quoi communiquer. En revanche, ce qu'il faut éviter, c'est que les utilisateurs restent dans leur bulle, comme les bulles cognitives sur Facebook, c'est-à-dire qu'on leur présente toujours les mêmes marchés. Parce qu'ils vont mettre toujours les mêmes mots-clés. Et finalement, avec les concurrents, ils vont se trouver sur les mêmes marchés. Et je veux dire, l'autre problème qu'on a par rapport à ça, c'est plutôt que des utilisateurs se rendent compte qu'on leur apporte, nous, on a 30% de marchés exclusifs. Ils sont publiés que chez nous. D'accord ? Et en fait, ils sont tellement contents d'avoir ces marchés-là qu'ils se disent, mais moi, je veux pas que mes concurrents laissent ce marché. Parce que ça me fait des concurrents en plus. Donc, à la limite, moins nous a de succès, je suis content. Parce qu'on utilise, en fait, les données qu'ils nous donnent nous servent aussi à améliorer la navigation de tous, permet d'améliorer la navigation de chacun permet d'améliorer la navigation de tous. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, quand il regarde un appel d'offres et qu'il y passe 30 secondes ou 2 secondes, il dit quelque chose sur l'appel d'offres. Et on va l'utiliser pour aider les autres. Une sorte de blockchain. Ouais. Du coup, il faut beaucoup personnaliser personnaliser le message pour que l'utilisateur ait l'impression qu'il n'y a que lui qui l'est. Surtout sur des marchés publics, parce que comme ça, il se dira j'ai moins de concurrence. D'accord. Un peu mais sinon, c'est très viable, puisque nous, les données, on en a tous les jours, donc tant que ça continue. Merci Kra, merci Sonia pour votre intervention sur ce sujet qui, de prime abord, pouvait laisser penser que c'était un concept marketing, mais pas du tout. En fait, je le pense maintenant, vous m'avez convaincu en 30 minutes, oui, le zéro party data, ce concept, est bien le saint graal de la publicité digitale de demain, voire du marketing digital de demain. En tous les cas, merci de nous avoir éclairé sur ce concept totalement inconnu sur le marché publicitaire et marketing, en tous les cas dans l'écosystème dans lequel nous baignons, en tout cas ceux qui nous écoutent et moi-même. C'est clair qu'on va en entendre parler beaucoup. Je serais ravi de pouvoir vous réinviter pour en parler à nouveau. Et surtout, c'est la remise au centre du jeu de l'humain, de la création. L'algorithme est là, mais ce n'est qu'un outil au final. C'est ça. Donc, je peux vous donner un dernier petit exemple. Bien sûr. Non, ce que je trouve vachement intéressant. La BPI, ils ont un service qui s'appelle l'Avance Plus. Ils font l'avance de trésorerie pour les PME qui sont sur des marchés publics. Si chaque fois que quelqu'un gagne un marché, il reçoit un mail qui lui dit voilà, votre marché, il a été gagné, bravo, etc. Sachez que la BPI peut vous accompagner et vous proposer ce service-là. Ils n'ont pas besoin de chercher les gens, ils leur proposent directement les services. Donc, on rend un service à l'utilisateur. Il est content de recevoir le mail. Eh bien, faisons en sorte que, j'espère en tout cas que ceux qui nous regardent ont été contents de vous écouter et qu'on leur a apporté nous aussi un service, à savoir en savoir plus sur ce qui va driver certainement nos activités marketing et publicitaires de demain, à savoir le zéro party data. Ainsi s'achève ce débat autour de la zéro party data. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le zéro party data, c'est un concept basé sur le don d'informations volontaires de la part des utilisateurs. 2. À la différence du first party data, le zéro party data s'appuie sur un marketing participatif de la part des utilisateurs. Enfin, 3. Le zéro party data remet au centre du jeu la créativité marketing au détriment de la seule performance algorithmique.
Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard. Partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.